Les vraies voix Sud Radio. Ils espèrent sans doute une nouvelle Ligue des champions de football pour la France, 32 ans après Marseille. Ils soutiennent, je l'espère, le PSG. Philippe Bilger, bonsoir. Bonsoir. Non, mais ce serait trop long. Bon, je rappelle que vous êtes président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Bon, je retente. Madi Saïdi, communicante et auteur de Française venue d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Forcément, le PSG, moi, je suis une fan de la première heure. Bien. Abel Boilly, président de FR Tous Uniques, Tous Unis. Bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir d'être parmi vous et vive le PSG. Bien, très bien. Mais vous n'êtes pas convaincu. À la fin de la première heure, vous êtes courageuse, ma chère. Le président Macron s'est essayé à une énième tentative d'apaisement en appelant à la reconnaissance d'un État palestinien le plus rapidement possible. Nous vous posons la question, allez sur le compte X de Sud Radio tout de suite, répondez à cette question comme Emmanuel Macron. Pensez-vous que la reconnaissance d'un État palestinien est un devoir moral majeur? Les répercussions alors on parle évidemment de la déclaration du président Abel Boilly et des répercussions avec David Rigolero sur l'ensemble de la planète. Déclaration qui, en revanche, dans la vie française, là aussi a des répercussions. C'est pas anodin. Mais la complexité de la situation fait que, quel que soit le timing, il y a un risque d'arriver à une certaine confusion, parce que vous avez les personnes qui militent depuis le départ pour l'arrêt de la guerre et la solution à deux États, qui vont dire que, mais regardez, l'État de Gaza aujourd'hui, on l'avait annoncé depuis. Et puis vous avez effectivement, du côté israélien, de certains politiques, parce qu'il ne faut pas croire que tous les Juifs sont pro-Netanyahou ou que tous les politiques israéliens avancent dans le même sens. Ils avaient l'impression d'avoir le soutien de la communauté internationale et le soutien de la France, et ils vivent cela comme une trahison. L'enjeu sur cette part du monde qui représente un petit peu cette plateforme entre l'Occident et l'Asie doit être tranché assez rapidement, et je pense qu'il faut le faire. Maintenant, je ne suis pas étonné le fait que vous ayez près de 80% de vos auditeurs. Alors ça baisse un peu, là, 69 maintenant. 69%. Parce que quand on dit devoir moral, faut se mettre à la place du Français de tous les jours qui a déjà ses dettes. Et Madi l'a très bien dit, dès qu'on parle de morale, c'est particulier. Exactement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un Français qui s'engage sur la question de la morale s'engage dans ses convictions. Or, vous avez beaucoup de Français qui ne veulent pas de l'importation des conflits étrangers sur leur territoire parce qu'ils sont déjà en difficulté quant à leur quotidien. Donc je pense néanmoins qu'Emmanuel Macron a raison de prendre ce risque, et pourtant je suis très critique sur le président, mais il faut tenter quelque chose parce que la situation ne peut plus durer évidemment. Le 7 octobre est encore très frais dans la tête des Israéliens, d'autant plus qu'il y a encore des otages qui sont parvenus, je crois qu'il en reste de mémoire 58. Donc je crois que c'est encore très frais dans leur tête, et on peut comprendre qu'ils se braquent sur la question. Abel Boilly. Il y a l'intérêt des Israéliens, mais il y a l'intérêt des Palestiniens aussi, qui sont pris en otage par le Hamas justement, avec un gouvernement israélien et notamment M. Netanyahou qui a eu une position ambiguë vis-à-vis du Hamas, parce qu'il a participé à son financement à une certaine époque pour déstabiliser Mahmoud Abbas, alors président de la Cisjordanie. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée, mais je réitère le fait qu'il faut passer le pas, il faut prendre le risque. Maintenant, effectivement, on va vers l'inconnu, parce que lorsque l'on voit l'état de la bande de Gaza, c'est une catastrophe humanitaire. Mais soit on laisse la situation continuer de pourrir avec encore plus de victimes, soit on essaie de faire quelque chose, et la France a tout intérêt à montrer un peu de courage sur ce dossier. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Qui chante ça? Joséphine Baker. Joséphine Baker. Abel, qui chante ça? Que le monde entier m'acclame, qui nous déclare sa flamme. Je vais me jeter à l'eau. Dans une orgie au regard. J'essaie de reconnaître. C'est pas Benjamin Biolay. C'est Benjamin Biolay, mais trop la classe. Tout à l'heure, on a été floué. Ça, c'est de la Madi et Abel qui chantent. Écoutez. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. C'est mon temps là. C'est mon temps. Au revoir. Quand on triche, on perd. Abel Boilly, mission mineure et armes blanches, chronique d'un magnifique hors-sujet.
Exactement. Les 53 propositions du rapport dont on a parlé hier. Tout à fait, pour éradiquer le rapport des mineurs aux armes blanches et à la délinquance et à la violence de façon globale. Alors je vais développer très rapidement 3 points. Le premier, j'aimerais rappeler une sorte de contexte, parce qu'on entend souvent que les attaques au couteau, limite ça n'existait pas avant, que c'est un phénomène nouveau. Non, aujourd'hui ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a les réseaux sociaux qui ont amplifié le mouvement, mais on peut remonter au blouson noir dans les années 60, il y avait des attaques au couteau. On peut remonter au début du XXe siècle, les bandes de jeunes qu'on appelait les Apaches qui traînaient Strasbourg, Saint-Denis, tout ça, il y avait des attaques au couteau. Et on a même eu un roi de France qui a été tué le 14 mai 1610, Henri IV, tué par Ravaillac de plusieurs coups de couteau. Donc ça a toujours existé, et ce n'est pas le fait d'une immigration qui aurait fait multiplier ça. Dans les années 80, 90, des attaques au couteau, ça existait, et même les armes qui commençaient à rentrer dans des collèges, dans certains territoires, ça existait. Aujourd'hui, il y a une amplification. Il y a un mois, il y a un drame à Nantes et François Bayrou demande un rapport et il donne un délai de 4 semaines. On a une situation qui se délite vis-à-vis de la jeunesse depuis plusieurs dizaines d'années. Comment penser qu'en 4 semaines déjà, on allait trouver une notice qui allait quelque part apporter des solutions à une situation qui nous échappe à tous en tant que monde d'adultes. Ça, pour moi, c'est la première aberration. Deuxième hors-sujet, on parle beaucoup du couteau dans le collège. La problématique, c'est pas le couteau dans le collège, c'est le couteau dans la société. Parce que le jeune, quand il prend le couteau, c'est pas forcément pour se défendre dans le collège, c'est pour se défendre sur le chemin. C'est pour se défendre dans le quartier où il habite. C'est dans ce cadre-là. Donc, c'est comment travailler la prévention dès l'école primaire vis-à-vis des jeunes par rapport aux armes, avec la responsabilité des parents. Pendant trop longtemps, on a eu des œillères sur la capacité des jeunes, très jeunes. Moi, quand je dis très jeunes, moi j'ai des cas très difficiles, des 8-9 ans, d'accord ? On a minoré la capacité des jeunes à se désinhiber vis-à-vis de la consommation de la violence sur les réseaux sociaux et vis-à-vis du passage à l'acte. Et mon dernier point, on a un problème de violence chez les jeunes. Et bien sûr, on ne globalise pas la partie de la jeunesse qui sombre dans la délinquance. Il faut revoir un projet de société pour la jeunesse. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'ennuient à l'école. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à faire de la prévention à l'école ? Parce que l'éducation nationale, telle qu'elle a établi son dispositif de cours, ne permet pas que les associations que nous sommes puissent vraiment imbiber les jeunes de prévention. Aujourd'hui, il faut repenser l'école, il faut faire des tests, il faut une plus grande indépendance du milieu scolaire dès l'école primaire. Pourquoi ne pas faire des tests comme en Allemagne, dans certains Länder, comme aux États-Unis, où on voit dans certains établissements, il pourrait y avoir cours le matin et l'après-midi activités préventives, sportives et culturelles. Un, pour rendre l'école plus attractive vis-à-vis des jeunes qui s'ennuient, parce que tous les jeunes n'ont pas la même intelligence. Et deux, pour pouvoir faire une prévention enfin efficace dès les classes de CE2, CM1 en réalité. Bon, 3 propositions très claires. Mais sérieusement, je me demande si avec ce que vous souhaitez, vous n'allez pas aggraver la déconnexion de l'école par rapport à ces tâches fondamentales. Non, parce que vous remarquez que tous les acteurs de terrain, peu importe quand ils interviennent sur les radios, sur les télés, qu'ils soient intrascolaires ou extrascolaires, nous parlons tous de la prévention. Et il y a des journalistes qui disent sur les plateaux que la prévention, ça ne marche pas. C'est pas que la prévention, ça ne marche pas. On nous appelle trop tard. La prévention, ça veut dire en avance. On doit intervenir quand le jeune, il est encore droit dans ses bottes, dans son parcours citoyen. Or, on nous appelle quand le décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique a commencé. C'est déjà trop tard. Donc on met déjà des pansements sur des plaies et sur des os cassés. Voilà pourquoi il y a des lacunes dans la prévention. Avec la contradiction que je vous apporte, c'est que la prévention, c'est bien beau, mon cher Rabel. Mais ça ne suffit pas. On en a beaucoup parlé de la prévention. Moi, je me suis occupé de la répression et je peux vous dire, il y a une grande différence entre prévention et répression. C'est que la prévention, ça prend des années. Alors que la répression, elle agit immédiatement. Mais j'ai jamais dit le contraire. Moi, pour finir mon propos, je dirais juste un dernier truc. Moi, je dis toujours qu'une société doit avancer à travers un triptyque prévention, sanction, répression. Mais ça commence par la prévention. Alors l'avis d'Abel Boilly qui est très important parce qu'Abel Boilly avec Tous Unis, Tous Uniques, vous faites aussi de la prévention auprès des jeunes footballeurs. Le football génère de la violence ou pas? Alors je vais être taquin avec vous, Frédéric. Je trouve votre question très vicieuse. Mais c'est pour ça m'amusait. Oui, parce qu'il y a deux sujets dans la question. Comme l'a dit Monsieur Olive et m'a dit aussi, la société est violente. N'oublions pas la menace terroriste aussi qui est toujours présente. Donc le foot ne peut pas être responsable
responsable. Mais quand je dis il y a deux sujets, il y a le football du quotidien, c'est-à-dire la vie du championnat, que ce soit le championnat de France, la Liga, la Première Ligue ou autre, et des événements particuliers comme demain, où en cas de victoire, la foule peut remplir les rues de Paris, mais ça c'est pas le foot qui organise ça. Ça, ce n'est pas le foot, parce que vous avez des supporters et vous avez des gens, des supporters, on va dire occasionnels et des supporters plus récurrents qui vont venir. Vous avez des gens qui n'aiment pas le foot qui vont venir aussi. Et pour moi, c'est deux sujets totalement différents. La seule chose que je peux dire, sachant que c'est pas évident à gérer et que je peux regretter, c'est que malheureusement, on l'a vu en Angleterre, le cas de Monsieur Leproux a été mis en exergue par rapport au PSG. C'est que peut-être au niveau de la violence dans les stades, il a fallu attendre qu'il y ait des drames, voire des morts, pour que ça puisse bouger. Je répète, c'est des choses qui ne sont pas faciles à gérer, bien entendu. Mais pour moi, il y a deux sujets. Ce qui va se passer demain soir, c'est pas la responsabilité du PSG, c'est pas la responsabilité de la LFP ni de la FFF. Vous avez une Champions League qui est une compétition de l'UEFA en plus, qui fait que, comme ça a été dit, la dernière finale, c'était, il y avait 96 le PSG, 93 Marseille. Contre le Rapide de Vienne. Voilà, c'est un mouvement historique, et en plus il y a un petit clin d'œil de l'histoire où ça se passe à Munich. Comme Marseille en 93. Bon. Donc au niveau de ce qui va se passer demain, le PSG n'est pas du tout responsable. Pour la conclusion, on se fait plaisir tous les quatre avec Carl Olive. Carl, ça va passer pour le PSG ? D'abord, je veux dire merci parce que c'est très intéressant, c'est d'ouvrir ces chapitres, Frédéric. Ouais. Et ça m'étonne pas de vous. La deuxième chose, c'est que il y a Paris, mais il n'y a pas que Paris. C'est que, vous voyez, là, je suis à Saint-Germain-en-Laye, à Poissy. Il y aura de belles fêtes aussi qui seront faites. Et je rejoins ce que dit Abel. C'est d'abord une fête citoyenne avant d'être une fête de supporters. Et je vous annonce 1-0, j'y serai. 1-0 Vitignac, 87e. Bon.